C'était il y a plus de 80 ans. En ce jour du 1er septembre 1939, le monde s'apprêtait à vivre une seconde fois la guerre dévastatrice qui avait ravagé l'Europe quelques décennies plus tôt. La montée fulgurante des régimes totalitaires qui s'en est suivie semblait impossible. Tout du moins, personne ne voulait y croire. En France, l'idée d'une nouvelle guerre mondiale effrayait. La lente et douloureuse reconstruction suivait pourtant son cours, mais de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, les choses prenaient un tout autre tournant. S'il est nécessaire de connaître les résultats de cette guerre sanglante et dévastatrice sur le plan général, nous avons souhaité vous raconter ce récit autrement. Les témoignages apportés par les survivants de ces temps qui nous semblent aujourd'hui lointains sont des biens précieux que nous nous devons de transmettre. C'est sur ces récits individuels que nous souhaitons nous appuyer. La mémoire doit être entretenue et portée jusqu'à dans nos rues. Ces quartiers, places, maisons que nous avons en face de nous ont un passé que nous omettons trop souvent. C'est au travers de ce documentaire audio que nous avons voulu colporter le récit d'une ville, celle de Rouen. Une histoire qui vous est peut-être inconnue ou que vous découvrirez sous un nouvel angle, celui du regard de Denise Holsten, seule survivante rouennaise des camps de la mort, déportée car étant juive. C'est grâce aux travaux de nombreuses personnes qui se battent pour que la mémoire ne soit jamais effacée et pour que l'histoire ne soit jamais falsifiée au travers des âges que nous vous racontons aujourd'hui la mémoire des Rouennaises et Rouennais d'une ville occupée pendant 5 longues années. Ce documentaire audio a été réalisé à partir des importantes et précieuses recherches de Françoise Botois, historienne rouennaise. Son travail est consultable dans son livre « De Rouen à Auschwitz » paru en 2015 aux éditions Ovadia. 8 juin 1940. Les Allemands sont aux portes de Rouen, en haut de la rue d'Ernemont, prêts à attaquer. L'armée française, alors retranchée dans la ville, tente désespérément d'empêcher l'ennemi de traverser la Seine. L'affrontement est inévitable. C'est une lutte acharnée qui s'engage, mais les Allemands progressent dangereusement. En ville, c'est le chaos. Un important incendie se déclare sur la rive droite, ce dernier s'étend jusqu'à la cathédrale. Un autre est causé par des cuves de fioul situées sur la rive gauche et brûlées volontairement par l'armée française pour que les Allemands ne puissent s'en emparer. Dans la matinée du 9 juin 1940, les ponts sont détruits afin de stopper l'avancée allemande, mais ces actions seront vaines, car Rouen tombera aux mains ennemies peu de temps après. Les 48 000 habitants ne peuvent que constater cette humiliation, et déjà le drapeau français laisse progressivement place au drapeau nazi qui flottera sur les différentes institutions de la ville, désormais aux commandes des officiers allemands. Dans les rues du quartier médiéval, le feu n'est toujours pas éteint, et celui-ci s'approche dangereusement de la cathédrale. Dans cette ville à présent méconnaissable, la destruction de ce symbole serait une catastrophe, mais ordre sera finalement donné d'éteindre l'incendie. Les premiers jours d'occupation sont éprouvants pour la population, et déjà, les premiers crimes raciaux sont commis par les nazis. 17 soldats français seront fusillés, leur couleur de peau étant donnée pour cause. Dès 1940, les juifs sont particulièrement visés. Cela commence par des discriminations et, dans la presse locale, des messages haineux sont diffusés. Le 27 septembre 1940, la première ordonnance allemande à l'intention des Juifs est publiée dans le journal de Rouen. Elle fait état des différents recensements qui auront lieu, indique les mesures qui seront prises pour les commerces juifs et les diverses interdictions pour ces derniers. Un contrôle des Israélites rouennais est d'ailleurs mis en place peu de temps après. Au départ, certains sont plutôt confiants et acceptent de se faire recenser auprès des officiers allemands sans trop de crainte. En réalité, cette naïveté n'est pas inexplicable, car le régime de Vichy, désormais à la tête du pays, se dit rassuré et promet que ces contrôles se feront dans le respect des individus. Seulement, beaucoup ne s'imaginent pas ce que le maréchal Pétain a en tête. Pour d'autres, le recensement est à éviter à tout prix. Ils ne se sentent pas en sécurité et ne se rendent pas au contrôle, mettant ainsi leur vie en danger. Plus les jours passent, et plus les mesures prises à l'encontre des Juifs sont de plus en plus répressives. Une carte d'identité juive est notamment instaurée, ce qui les différencie d'autant plus du reste des Français. Une autre mesure sera aussi adoptée. Elle concerne les magasins tenus par des Juifs, qui se voient désormais dans l'obligation d'installer une plaque indiquant leur appartenance à la religion.
La spoliation de leurs biens est aussi promulguée. 1941 marquera une nouvelle année de terreur teintée de nouvelles mesures contraignantes que les nazis mettent en place dans tout le pays. L'apparition de rafles organisées par la police française verront aussi le jour cette année-là. À Paris, 8700 juifs seront arrêtés. Le 22 juin 1941 a lieu la première rafle dans la ville de Rouen. Elle concerne principalement des communistes, mais des juifs sont également appréhendés. Cette mesure intervient suite à la rupture du pacte germano-soviétique qui aboutit à un acharnement des nazis sur les personnes d'origine russe soupçonnées à tort d'être communistes. Le 22 août 1941, un officier de la Wehrmacht est assassiné. Suite à ça, on assiste à une augmentation de la violence et de nombreuses personnes seront fusillées. C'est le début de l'anéantissement total des Juifs par les nazis. Dans les déboires que connaissent à présent la France et les victimes du nazisme, la résistance s'engage sur tous les fronts et intensifie ses actions. On observera plusieurs attentats par la suite qui seront commis contre l'armée allemande ou de proches collaborateurs. Un attentat commis le 3 février 1942 dans une usine collaboratrice de Déville-lès-Rouen en sera notamment un exemple. En Normandie, un nom attire l'attention, celui du résistant communiste Valentin Feldman qui a déjà effectué plusieurs actions dans la région. Il est très rapidement soupçonné à tort d'avoir commis l'attentat de l'usine de Déville-lès-Rouen. Il est arrêté et condamné à mort. Depuis sa cellule, il écrit ces quelques mots à son ami. « Jacques, mon vieux, quant aux sentiments que je puisse avoir pour vous, ils sont très simples. Une immense et reconnaissante affection, mêlée d'admiration, car vous ne m'en voulez pas, de vous avoir fait tomber dans un monde qui n'est pas pour vous, de vous avoir mis dans le bain. » Dans l'une de ses dernières lettres, il ajoute « Je meurs par dignité, pour n'avoir pas voulu parler pour marchander ma tête. Il ne faut pas me pleurer, je meurs en homme sans trembler, propre comme j'ai vécu en homme. » Le cas de Valentin Feldman ne sera pas un cas isolé. D'autres résistants seront aussi assassinés. De manière générale, les habitants de Rouen commencent à se fatiguer d'être constamment stressés et apeurés par l'occupation. Ces sentiments sont particulièrement présents chez les Juifs. Le fait d'être traqués et surveillés les effraie, d'autant plus que leurs ancêtres ont également subi des persécutions par le passé. Il faut savoir que les Juifs sont implantés sur Rouen depuis le IVe siècle et de nombreuses générations ont succédé dans la ville. Le 6 mai 1942, un événement terrible vint s'ajouter à la liste. La plus grande rafle de Rouen est organisée dans le plus grand des secrets. Parmi les Juifs arrêtés, le père de Denise Holsten. Denise Holsten est la seule rescapée des victimes de la Shoah de Rouen, et elle est encore en vie à l'heure où nous publions ce documentaire. Depuis plusieurs années, elle témoigne dans des collèges et des lycées de l'horreur qu'elle a vécue. Françoise Botois a réuni dans son livre les témoignages de Madame Holsten, ce qui nous a permis de pouvoir en apprendre plus sur sa vie et de ce fait sur la vie des autres Rouennais de manière précise. Nous y reviendrons plus tard. Denise était âgée de 15 ans lorsqu'elle fit face à l'arrestation de son père. Elle témoigne. « Il est 9 heures. La rue est calme puisque personne n'a le droit de sortir. Je vois 2 gendarmes français qui longent le jardin Solferino, regardent vers nos fenêtres, s'avancent vers la maison. J'appelle maman. Elle regarde. Comme moi, elle comprend. Elle prévient papa qui monte chez nos voisins, les Morans. Coup de sonnette. Maman descend ouvrir la porte et un gendarme monte avec elle. « Nous venons chercher monsieur Holsten. » Petite phrase terrible. « Il est là, disent-ils. Ils en sont sûrs. Il a soigné des clients jusqu'à 20h et en raison du couvre-feu, il n'est certainement pas sorti. S'il ne vient pas, on vous emmène avec vos 2 enfants. » La voisine écoute et elle remonte dire à papa ce qui se passe. Il descend. « Prenez une couverture et un sac. Je ne sais pas si vous reviendrez ce soir. » Au cours de cette rafle, 77 juifs seront arrêtés. Tous sont des hommes. 18 parviendront à y échapper, soit en fuyant, soit car ils n'étaient pas en bonne santé, obtenant alors le droit de rester chez eux ou de rester à l'hôpital. Le maire de Rouen, qui n'aurait pas été au courant de l'organisation de cette rafle, tenta d'en apprendre plus sur cette dernière, mais les officiers allemands ne voulurent dire quoi que ce soit. Suite à ces arrestations d'une ampleur jamais vue, les Juifs sont de plus en plus traqués et les recherches s'intensifient pour retrouver ceux disparus.
La police française, sous le commandement des autorités allemandes depuis la collaboration entre le maréchal Pétain et Hitler, est prise à partie dans les recherches. Et les mesures contraignantes ne s'arrêtent pas là pour autant. Le 29 mai 1942, tous les juifs sont obligés de porter l'étoile jaune sur le côté gauche de la poitrine. Certains ne la portent pas, ou encore ridiculisent l'ordonnance allemande, comme Huguette Misika, qui fit porter une étoile similaire à son chien. Des travaux forcés au palais de justice lui seront ordonnés. Dans les écoles, certains professeurs tentent de rassurer les élèves apeurés et ridiculisés par cette étoile jaune. Ces actes de soutien, qui fleurissent partout en ville, marquent le début d'un sentiment d'indignation de la part des Rouennais qui ne cautionnent pas cette nouvelle restriction envers les Juifs. Mais un triste bilan viendra apporter une réalité douloureuse le 7 juin 1942. Il ne reste plus que 152 adultes juifs et 22 enfants de moins de 16 ans dans la ville sans clocher. Les téléphones sont progressivement interdits aux juifs, puis les lieux publics tels que les parcs, ainsi que les théâtres, cinémas ou encore les sports. Denise Holsten ne peut notamment plus pratiquer son sport favori, le tennis. Denise témoigne. Nous n'avons plus le droit d'entrer dans un square, ni d'aller au cinéma ou à la piscine ou même sur un stade. Je suis une enragée du tennis. Je joue beaucoup et du jour au lendemain, je dois m'arrêter. Face à la multiplication des rafles, les associations humanitaires réagissent. L'Église, par le biais de Monseigneur Saliège, réagit également en rédigeant une lettre qui sera reprise par la résistance à la BBC. Cependant, dans la nuit du 15 au 16 janvier 1943, les nazis franchissent un point de non-retour en ordonnant, je cite, de liquider le département de la Seine-Inférieure de ces juifs. C'est la rafle nocturne la plus longue et la plus importante de Rouen, comme en témoigne Denise Holsten. Un coup de sonnette, le soir, en plein couvre-feu. Il n'y a aucun doute, nous comprenons tout de suite ce qui nous arrive. Maman descend ouvrir. Je m'avance sur le palier pour écouter, et je l'entends dire d'une voix sourde « La petite aussi ?» Et cette réponse « Oui, tous les trois. » Denise est alors arrêtée avec sa mère et son père, qui étaient revenus entre-temps. Les derniers juifs de Rouen sont arrêtés ce jour-là, mis à part les personnes hospitalisées. Il est intéressant de constater la division qui règne entre les Français à cette époque. Certaines personnes décident en effet de se ranger du côté de l'occupant par peur ou par simple conviction. En effet, il est fait état que certains Rouennais dénoncent ainsi certaines actions de juifs et les rapportent aux différents commissariats. Ces diffamations sont courantes. Certains partis d'extrême droite affichent également leur éloge au nazisme et l'on dénombre des tags antisémites dans les rues de Rouen. Malgré cela, et comme nous avons pu l'évoquer précédemment, d'autres personnes ont tenté d'opposer une résistance sans faille aux Allemands ou ont simplement tenté d'agir à leur niveau. C'est notamment le cas du résistant juif Gérard Abromavici, qui fut de nombreuses fois traqué par les SS jusqu'à être arrêté le 23 août 1943, puis torturé par la suite. Il finira par s'étrangler à l'aide de sa chemise dans sa cellule pour ne pas dénoncer ses camarades. On dénombre également des personnes telles que le pasteur Jean Médard, dont la fille était entrée dans la résistance, ainsi que le maire de Rouen, qui, malgré sa proximité avec les officiers allemands, tentera plus d'une fois de les raisonner sur plusieurs décisions. Il aidait également les résistants à changer d'identité. Il ne faudrait pas oublier aussi ces médecins, policiers, voisins qui exprimaient un soutien envers les persécutés. À l'image d'une femme, Françoise Georges, infirmière de la Croix-Rouge qui tenta de soigner courageusement le 10 mai 1944 des Juifs enfermés dans un wagon immobilisé à Rouen où ils étaient entassés et dans un état plus que lamentable. Dans la dernière partie de notre documentaire, nous allons nous intéresser aux derniers instants de la guerre et suivre plus précisément la vie de Denise Holsten. Depuis son arrestation le 16 janvier dernier, Denise se trouve au camp de Drancy. Dans les jours qui suivront, elle contracta une maladie très contagieuse et sera hospitalisée. Malheureusement, ses parents ne pourront l'accompagner et devront rester au camp. Ce sera la dernière fois qu'elle les reverra. En mars, elle est confiée à l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, avec d'autres enfants. Cependant, elle reste otage de la Gestapo et est déportable à tout moment. Elle peut de nouveau reprendre ses études et rendre visite à sa grand-mère dans Paris. Elle explique à ce sujet.
Je suis relativement libre. Je peux reprendre mes études au lycée Lamartine, et je peux sortir, aller voir ma grand-mère, à condition d'être rentré tous les soirs à 6 heures. En ce jour du 20 novembre, sa grand-mère lui rend visite malgré les interdictions et lui tend une lettre porteuse d'une triste nouvelle. Les parents de Denise sont déportés à Auschwitz le même jour. Elle témoigne. C'était le 20 novembre, que papa et maman avaient quitté la France pour une destination inconnue. Le coup fut terrible, je les pensais indéportables, et ils étaient partis tout de même. Je regrette de les avoir laissés partir sans moi. Bouleversée par la mort de ses parents, elle se consacrera à s'occuper des enfants de l'UGIF qui, pour la plupart, étaient âgés de moins de 10 ans. Mais le 22 juillet 1944, les autorités allemandes arrêtent tous les enfants et le personnel du centre, dont Denise Holsten. Tous seront déportés à Drancy. La Gestapo, à l'origine de cet acte, agit en représailles face à de récents attentats perpétrés contre des officiers allemands. L'année 1944 sera aussi marquée par de nombreuses libérations sur le territoire français, et la plupart des Alliés avaient débarqué le 6 juin dernier lors du jour J en Normandie. Leur avancée ralentissait les déportations. Malgré son retour à Drancy, où elle avait vu pour la dernière fois ses parents, Denise Holsten, désormais âgée de 17 ans, continuait à s'occuper des petits. Des internés témoignent. On voudrait toujours parler d'elle. Depuis une semaine, elles sont sur la brèche, ne dormant guère, l'œil toujours attaché aux faits et gestes de leurs enfants. Jamais tendresse humaine ne s'est plus développée que dans ces tragiques circonstances. Denise Holsten témoigne également. Les fiches mauves nous étaient distribuées. Nous comprenions alors que nous étions déportables. Les Anglo-Américains avançaient déjà beaucoup en France. Aurions-nous la chance de les voir arriver avant que le départ n'ait lieu ? Le 31 juin 1944, Denise Holsten et les enfants du centre sont déportés. Les Alliés ne sont pas arrivés à temps à Paris. Sur les 40 enfants arrêtés du centre, tous seront vivants à la libération. Les autres enfants du convoi seront assassinés. Denise Holsten parvient à survivre dans le camp de Auschwitz de par sa santé, sa jeunesse et sa volonté de vivre. Elle fut de nouveau déportée au camp de Bergen-Belsen où elle connaîtra de nouveau l'horreur. Après avoir vécu l'occupation, le stress, la peur, l'arrestation de ses amis, de son père et de sa mère, après s'être vue ôtée de ses droits, après avoir vu des choses que beaucoup aujourd'hui ne peuvent imaginer, Denise Holsten fut libérée le 15 avril 1945 à l'âge de 18 ans. Depuis 1992, Françoise Botois et Denise Holsten travaillent ensemble à la perpétuation de la mémoire des déportés. C'est cette même année, après 50 ans de silence, que Denise eut le courage de retourner au camp de Auschwitz avec Françoise pour un voyage scolaire. Elle dit à ce sujet : « Il faut que je retourne au camp de Birkenau et que je parle, malgré la souffrance de retrouver l'horreur. » Elle sillonne la France pour témoigner. Aujourd'hui, alors que la haine et l'antisémitisme prennent une nouvelle ampleur, que le temps emporte avec lui les témoins et les survivants, son rôle est plus qu'important, et nous nous devons de l'entendre et de le transmettre à notre tour. En 2020, des pavés de mémoire ont été posés en face d'anciens lieux de résistance des victimes de la Shoah. Ils sont l'œuvre de Gunther Demnig, un artiste berlinois qui grave des pavés appelés Stolpersteine et les incruste dans le sol de nombreuses villes en Europe. 41 ont été posés à Rouen. 41 fois une personne qui furent autrefois assassinées pour leur appartenance à une religion. Mais aujourd'hui, leurs noms sont enfin gravés dans l'histoire, et plus que jamais, nous nous devons d'honorer leur mémoire.